Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, le journal que vous suivez au quotidien. Je vous remercie d'être très nombreux aujourd'hui à vous être inscrits et j'espère à participer à ce webinaire. Le thème aujourd'hui, tout savoir pour se lancer dans l'investissement locatif. Nous avons avec nous Marion Fougeret, qui est conseillère experte en investissement immobilier chez Expat Invest. Elle est là pour répondre évidemment à toutes vos questions sur ce vaste sujet. Donc, n'hésitez pas évidemment à lui poser vos questions. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Donc, n'hésitez pas évidemment à l'utiliser. C'est très simple. Hop, regardez, je vais faire poser une nouvelle question. Je vais vous faire un petit bonjour à tous. Hop, voilà, vous allez pouvoir le voir et ça n'a pas marché. Donc, du coup, hop, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas appuyé sur le bon. Voilà, c'est bien. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Déjà, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est le soir, en Amérique, est-ce que c'est le matin, est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Enfin, voilà, faites-nous un petit coucou. Comme ça, on verra en plus que ça marche bien. Dites-nous un petit peu où vous êtes, les internautes. On est ravis, évidemment, de vous accueillir. On a de nombreux thèmes à aborder. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, vous pourrez le revoir évidemment un peu plus tard. Vous pourrez également le faire connaître à vos connaissances, vos collègues, vos amis qui seraient intéressés par le sujet et qui n'ont pas pu s'inscrire ou y assister. Donc, le webinaire sera disponible quelques minutes après la fin de la session. Hein. On est parti à peu près sur on a une heure ensemble, donc on aura le temps, je pense, de poser toutes les questions. Et puis, il y aura un article, évidemment, dans le Petit Journal dans les prochains jours aussi. Donc, une fois de plus, on compte sur vous. Posez bien toutes vos questions. Faites-nous un petit coucou, là. Je me sens un petit peu seul avec Marion. Voilà, Cédric qui est en France. Merci, Cédric. Alors, Marion, je vais te laisser la parole en premier pour juste que tu te présentes en quelques mots. Et puis après, on commencera évidemment à chatter à débattre avec nos internautes. Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir donc pour ce webinaire. Donc effectivement, moi je suis conseillère clientèle au sein du groupe Résidétudes, notamment en charge du département Expat Invest. Alors c'est vrai que pour ce webinaire, je devais être accompagnée de ma collègue Madame Léa Callan, mais qui malheureusement n'a pas pu être présente ici aujourd'hui. Donc pour me présenter rapidement, donc c'est vrai que j'ai eu des expériences diverses. J'ai passé plusieurs années effectivement à l'international, en Europe aussi. J'ai travaillé par rapport à l'immobilier en tant que conseillère indépendante, mais plutôt en étant à l'étranger. Et c'est là où j'ai pu du coup connaître les solutions aussi d'investissement qui étaient proposées par Résidétudes, qui travaille avec les expatriés depuis quelques années maintenant. Et puis finalement, j'ai intégré donc le groupe il y a environ 3 ans à Paris notamment. Donc voilà. Pour vous présenter un petit peu du coup le groupe et Expat Invest. Donc Expat Invest, déjà, c'est un département au sein du groupe Résidétudes qui est donc dédié aux investisseurs expatriés. Alors le groupe, c'est un groupe qui a été créé aujourd'hui il y a plus de 30 ans, hein, qui compte donc un peu plus de 34 000 logements gérés. Donc ça fait à peu près 250 résidences sur toute la France. Et donc c'est ce qui fait aujourd'hui l'un des premiers gestionnaires privés en ce qu'on appelle en résidence urbaine de service. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, pour donner un petit peu, donc vous avez quelques chiffres ici, hein, 23 000 investisseurs, on a environ un tiers qui sont multipropriétaires. Alors c'est surtout une solution d'investissement donc immobilier locatif que l'on propose à nos propriétaires et à nos investisseurs, qui va se faire donc à travers un concept clé en main, puisqu'on est un groupe avec plusieurs casquettes. On aura d'ailleurs, je pense, l'occasion de l'expliquer un peu plus en détail. Donc l'avantage de ces investissements, c'est de proposer déjà une solution avec un interlocuteur unique qui va accompagner à chaque étape du projet. Donc ça va de l'étude financière à la recherche de biens, de financement et puis tout l'accompagnement aussi sur la vie d'un bien et d'un investissement de ce type. Je t'entends plus, Marion. J'espère que... Oui, c'est bon. C'est bon? Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est bon.
Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Bon, l'idée, évidemment, maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et de répondre à tous nos internautes. On a Robert qui est en Thaïlande, Gauthier qui est en Roumanie, qui pose une première question. On va y revenir, Gauthier. N'hésitez pas, les internautes, hein, posez bien vos questions. Vous avez le petit onglet questions en bas à droite et posez une nouvelle question. Voilà, c'est vraiment très simple, ça s'affiche et on va essayer de répondre on va pas essayer, on va vous répondre à tous. Donc, c'est le moment faut profiter que Marion soit avec nous pour poser toutes vos questions par rapport à vos idées, vos projets ou vos besoins de connaissances sur cette thématique. Moi, j'avais une première question, Marion, en fait, qui était de se dire, finalement, pourquoi quand on est non-résident, quand on est français à l'étranger ou étranger, en quoi c'est finalement intéressant de se tourner vers l'investissement locatif? Quels sont les gros avantages de l'investissement immobilier locatif pour les non-résidents? Alors oui, effectivement. Alors, si on reprend de manière un petit peu générale, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver une solution d'investissement. C'est quand même une question qui est importante, surtout quand on est à l'étranger, français de l'étranger, avec des situations qui sont particulières aussi. Et ça, qu'on soit parti récemment ou qu'on soit parti depuis un peu plus longtemps. Donc, si on refait le point un petit peu sur déjà l'investissement de manière générale, les possibilités d'investissement qui s'offrent aux Français de l'étranger, ça va être soit d'une part tout ce qui est plutôt support bancaire, plutôt classique, soit statut un peu hybride type SCPI, ou bien effectivement l'investissement immobilier locatif. Alors pour faire un petit peu le point sur tout ça, dans les supports bancaires, si on parle donc de placement, on va avoir d'une part tout ce qui est plutôt livret A. Alors là, on n'est pas sur une question de rentabilité, hein, c'est surtout des supports bancaires pour conserver des liquidités disponibles. On va avoir tout ce qui est assurance vie. Alors ici, je parle plutôt de fonds euros garantis parce que je parle pas d'unité de compte, où là, on est plutôt sur des placements en bourse qui sont un peu plus risqués. Donc là, on est sur des taux de rendement qui sont pas très élevés aujourd'hui, hein, on est à 2% année net. Et puis après, on a tout ce qui est donc action bourse. Donc, on sort complètement de l'idée de sécuritaire aussi. Il y a des possibilités de rendement qui sont bien sûr plus importantes, mais c'est beaucoup plus sensible aussi à des situations de crise ou de choc économique. Puis surtout, ça demande de bien connaître, donc de s'y pencher, de bien suivre, puisque ça évolue assez vite. On le voit bien aussi actuellement. Je parlais des statuts hybrides, donc ce qu'on appelle la pierre papier. C'est vrai, SCPI, hein, autrement dit, donc Société civile de placement immobilier. En général, c'est un placement que beaucoup d'expatriés connaissent, dont on parle pas mal. Pour expliquer un petit peu ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, donc ce sont des parts que l'on achète dans une société qui possède, elle, des biens immobiliers. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de pierre papier. C'est une autre forme d'investissement où il n'y a pas d'acte de propriété. Et donc le rendement dépend, on va dire, de la performance de la société qui, elle, est propriétaire. Donc il y a des avantages, notamment les tickets d'entrée qui peuvent être très bas. En revanche, comme je disais, donc il n'y a pas de sécurité au niveau du rendement. Il y a un confort quand même de gestion, puisque là, c'est la société qui est propriétaire qui gère tout. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des frais qui peuvent être importants, les frais de souscription, etc. Et on n'est pas non plus sur une idée patrimoniale. Donc, c'est vraiment hybride. Et puis, il y a effectivement l'investissement immobilier locatif, donc l'investissement pierre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une solution qui est toujours très sollicitée par les Français et les Français de l'étranger, puisque c'est une solution, c'est un placement qui va permettre, surtout dans une période de doute économique, d'offrir une valeur sûre. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle un placement le plus sécuritaire, dans le sens où le ratio rendement-risque est le meilleur comparativement à d'autres types d'investissements, et permet aussi une constitution de patrimoine, donc ce qui sécurise son capital et ce qui va aussi se valoriser le mieux dans le temps. Donc, c'est vrai que l'investissement immobilier locatif, on sait que c'est l'un des placements les meilleurs, mais c'est vrai qu'en tant que non-résident, c'est pas la solution qui est toujours la plus simple à mettre en place, hein, pour les non-résidents. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent freiner, notamment le fait d'être loin déjà d'une part, donc avec les décalages horaires, etc. Le fait de ne pas toujours bien connaître le marché où les biens peuvent se trouver, et puis tout ce qui est lié à la gestion. Donc c'est pour ça, hein, qu'il y a des solutions d'accompagnement qui existent et qui sont tout à fait adaptées aux situations d'expatriés. Et ce sont justement les solutions clés en main, ce que l'on peut proposer donc à nos expatriés.
Parfait, Marion. Allez, les internautes, posez vos questions. C'est le moment. N'hésitez pas. Vous avez le petit onglet à droite. On vous attend pour les questions. Moi, je me demandais, Marion, en fait, quand on vit à l'étranger, finalement, pourquoi est-ce qu'on investirait plus en France que dans son pays de résidence? Est-ce qu'il y a des avantages, Oui. finalement, quand on est français expatrié, à se dire, bah, je vais plutôt investir dans mon pays d'origine? Oui, effectivement, c'est une bonne question et c'est une question importante qu'il faut se poser. Mais je dirais que ce choix, il va surtout venir du projet d'expatriation qu'on va avoir. C'est vrai que si on s'installe dans une optique plutôt vraiment long terme à l'étranger, avec une création de famille, etc., ça peut être une bonne solution d'investir dans le pays où on réside. Après, ça va demander aussi de bien connaître le marché local, c'est pas toujours évident, de bien connaître aussi la langue et du coup la réglementation, parce que c'est vrai que les documents ils vont être dans la langue du pays, c'est pas toujours évident à bien traduire, et puis de comprendre aussi le fonctionnement du pays en lui-même. Donc ça, c'est vraiment si on a l'intention de s'installer pour du long terme, parce que c'est vrai que si on est là pour quelques années avec plutôt le projet d'éventuellement vivre aussi d'autres expériences d'expatriation, comme c'est souvent le cas, de changer de pays, ou même à un moment de revenir en France, puisqu'on sait qu'on n'a pas toujours la possibilité aussi de rester au moment où on cesse son activité, par exemple, dans le pays où on a parfois vécu longtemps. L'idée d'investir justement sur un bien immobilier locatif et de le faire plutôt en France, ça va permettre de mettre en place un projet stable et puis qui va finalement permettre aussi de conserver une liberté de déplacement en ce qui concerne le lieu d'habitation. Donc dans ce cas-là, quand on fait le choix d'investir en France, c'est rassurant déjà parce qu'effectivement, c'est le pays d'où on vient, c'est le pays qu'on connaît, on connaît la langue, on connaît la loi, le fonctionnement. C'est aussi le choix d'un pays qui quand même a l'économie stable, pérenne, dynamique, surtout dans l'immobilier. On a la chance en France d'avoir un marché qui est quand même très bien encadré, accompagné aussi de l'office notarial. Et puis, c'est aussi un moyen de se constituer quand même un capital en euros. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie aussi de l'Union européenne et donc ça sécurise l'ensemble aussi de cette monnaie. Et puis après, ce qu'on disait, la pierre en France, c'est quand même toujours une valeur refuge de toute façon. Donc voilà. Ça va On est vraiment. vraiment on est dans un cadre rassurant, sûr, C'est ça. voilà, avec vraiment des garanties, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, selon les pays qui peuvent avoir des législations ou des systèmes politiques parfois qui amènent à des grosses variations. En revanche, est-ce que la période est propice à l'investissement locatif en France? Est-ce que le marché est favorable? On sort quand même de 2 années, enfin, on essaie d'en sortir de Oui. Covid. Bon, ça va quand même beaucoup mieux, 2021 par rapport à 2020, mais on a prédit l'effondrement du marché immobilier et finalement, on a l'impression que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, effectivement. Donc c'est vrai que pour répondre très clairement à la question, est-ce que la période elle est propice, on a plutôt tendance à répondre effectivement oui, dans le sens où même si la situation qu'on vit aujourd'hui au niveau économique, par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue sanitaire, a impacté de nombreux secteurs et celui de l'immobilier, de manière générale, ce qu'on a pu observer, c'est que le marché de l'immobilier, il n'a pas connu d'arrêt. Et au contraire. Alors c'est vrai que dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses aussi. Si on détaille un petit peu, il y a déjà tout le marché de les résidences principales. Donc là, par contre, ça a vraiment explosé de toute façon. Alors, voilà, il y a eu des envies de changer, une accélération aussi de la mise en place de ce genre de projet en général. Il y a le côté aussi tout ce qui est résidence secondaire, où là aussi, il y a eu quand même une forte demande là-dessus, le fait de trouver aussi d'autres possibilités, d'autres lieux où il est possible de partager son temps. Et puis, l'investissement locatif, parce que malgré la situation économique et les incertitudes, c'est un marché qui a continué et qui s'est inscrit encore plus sur ce qu'on disait avant, qui est une valeur refuge. Il y a eu beaucoup de crises au cours de l'histoire, même le marché de l'immobilier, on peut dire il y a des variations, mais de manière générale, ça reste quelque chose de stable, malgré toutes les épreuves et les crises qui ont pu avoir. C'est vrai que ça, au niveau à ce niveau-là, on repense à ce qui s'est passé en 2008, etc. Le choc qui s'est fait ressentir aussi. Donc finalement, l'immobilier, même dans cette période-là, par exemple, il s'en est toujours très bien sorti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait pas exception non plus.
Allez, on a quelques questions des internautes, beaucoup qui concernent la fiscalité. Les internautes, je peux vous signaler que Richard Montero, RM, que vous voyez dans le fil, collabore avec Marion. Donc voilà, il est là aussi pour vous renseigner en tant que modérateur, vous donner des contacts. Je vois qu'il vous engage aussi à prendre contact, bien entendu, ce qui est une bonne façon d'entrer un peu plus dans le détail de vos projets. Si on parle un peu plus, je vois assez, merci assez pour ça. Je dis assez, je ne sais pas comment ça se prononce, mais enfin bon, Jean-Bernard aussi au Japon, Hubert qui pose des questions. On est un peu sur différentes questions, mais par exemple par rapport à la fiscalité, que ce soit les loueurs meublés non professionnels ou que ce soit les SCI, Marion, est-ce qu'il y a certains investissements et certains avantages ou certaines situations qui correspondent plus à nos Français de l'étranger, à nos expatriés? Alors oui, alors c'est vrai que la question de la fiscalité, c'est une question très importante pour beaucoup de Français de l'étranger. En plus, voilà, on sait qu'en France, il y a pas mal de réglementations, de charges aussi à ce niveau-là. Donc ça peut un petit peu aussi, il peut y avoir une appréhension. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez parlé dans votre question de ce qui est loueur meublé non professionnel et SCI. Alors, c'est un petit peu des choses différentes. Oui, c'est des choses différentes, absolument. Voilà, le LMNP, c'est vraiment ce qui concerne le type de location en particulier et donc lié à un dispositif fiscal, enfin en tout cas à des avantages fiscaux. La SCI, là, on est plus sur un montage, donc c'est un petit peu différent. Donc, pourquoi pas voir des investissements à LMNP, la meilleure façon de faire le montage et pourquoi pas au sein d'une SCI à étudier. Mais pour revenir là-dessus, donc au niveau des dispositifs fiscaux, alors il y a plusieurs dispositifs fiscaux qui existent en France, mais ils sont bien sûr pas tous adaptés à la situation d'expatriés. Hein. Je pense notamment à quand on parle de réduction d'impôts, etc. Donc je parle de manière très générale, mais ça faut savoir que étant fiscalement à l'étranger, ça n'a aucun sens, donc ça n'a pas d'intérêt pour les non-résidents. Hein, voilà, on parle beaucoup du Pinel en France ou ce genre de choses. Donc ça ne concerne pas les non-résidents. Et en ce qui concerne l'investissement locatif, alors de manière classique, si vous avez un investissement immobilier locatif en France, vous serez fiscalisé dans le pays où se situe le bien. Dans la majorité des pays, il y a quand même des accords là-dessus. Et donc, cette fiscalité, donc le taux d'imposition sur les revenus locatifs que vous allez percevoir, il est évalué entre 20 à 30% en fonction de vos revenus. Et ensuite, on va ajouter les prélèvements sociaux, donc type CSG, CRDS. Alors, c'est pas tout à fait le même taux si vous êtes à l'international ou si vous êtes en Europe. Mais dans tous les cas, vous aurez quand même une partie de fiscalité sur ces prélèvements-là. Donc, il y a effectivement le statut du LMNP, et donc c'est le statut avec lequel on travaille. Alors, c'est pas le seul avantage justement dans les résidences de service. Hein. On va expliquer un petit peu peut-être ce que c'est aussi par la suite. Mais ce type d'investissement-là, donc là, je parle des résidences de service avec le LMNP, ça va offrir la possibilité d'échapper du coup à l'imposition sur les loyers perçus. Voilà. Après, le LMNP, il y a plusieurs manières d'en faire aussi. Donc, ça, c'est à voir en fonction des biens. Nous, en tout cas, par rapport aux investissements qu'on propose, ce sont des biens qui sont pensés pour être loués de cette manière-là. Et donc, ils correspondent à cette demande. Parce que tous les biens ne sont pas non plus adaptés à ce statut. Donc, ça, il faudra voir. Et là ça rejoint d'ailleurs le côté vraiment étude de marché et demande locative. Très bien, Marion. On a une question de Noémie qui demande « Est-il facile d'emprunter pour investir dans le locatif auprès d'une banque en France lorsque le salaire est domicilié à l'étranger ?» C'est-à-dire que je vis à l'étranger, je travaille à l'étranger, mon salaire est perçu à l'étranger. Je voudrais faire un investissement immobilier, je me tourne vers une banque en France. Est-ce que je vais avoir un bon accueil ? Alors, la question du financement et du crédit, donc c'est vrai que… Alors, pour revenir un petit peu, nous, on propose une solution, on accompagne justement à chaque étape du projet, y compris sur la recherche de financement. Alors, en revanche, on n'est pas un organisme de financement non plus, donc c'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires qui sont du coup spécialisés sur la recherche de financement pour les non-résidents. Puisqu'en fonction du dossier, de la situation, parfois même du pays aussi où vous vous trouvez, il faut quand même savoir un petit peu vers où s'orienter. Et c'est vrai que c'est justement ce qu'ils savent faire, puisque c'est leur métier. Toujours est-il, alors c'est difficile d'établir des règles vraiment très générales sur la recherche de financement, puisque chaque dossier est quand même spécifique. Après, ce qu'il faut savoir, bon, déjà depuis fin 2019, donc c'était déjà bien avant le Covid,
petit peu avant le Covid en tout cas, en Europe, il y avait déjà une première démarche qui avait été établie par le Haut Conseil de la stabilité financière sous le ministre de l'économie, qui était de donner des directives pour inciter les établissements financiers à limiter l'endettement des Français de manière générale, donc avec un certain nombre de recommandations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces recommandations, elles ne se sont pas allégées, au contraire, la situation actuelle, elle n'a fait que les confirmer. Donc, si on peut donner quand même 3 grands axes en ce qui concerne les recommandations principales, la première chose, c'est le taux d'endettement. Ça, c'est maintenant très important. Les banques sont très regardantes quand même sur ce point-là. Donc, il doit se limiter entre 33 voire 35% du montant des revenus. C'est-à-dire que la mensualité du crédit, elle ne doit pas dépasser plus d'un tiers des revenus de l'emprunteur. Ensuite, la deuxième chose, faut savoir que les durées de crédit aujourd'hui, on est sur 20 ans maximum. Voilà, à peu près 25 ans. Déjà en étant résident français, ça se fait de moins en moins, mais en étant expatrié, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et puis la troisième chose aussi, c'est la question de l'apport. Puisque la question de l'apport, alors en général, pour les résidents, on estime d'envisager un apport de 10 à 15%. Pour les non-résidents, on va plutôt être sur 25-30% en moyenne. Voilà. Alors, le fait de miser un peu haut, de partir sur 25-30%, ça va surtout favoriser votre dossier. Que ce soit que la banque exige la totalité ou même une partie, le fait d'avoir quand même une épargne disponible qui représente à peu près ce pourcentage-là de l'opération, ça va toujours être favorable pour le dossier. En tout cas, notre conseil, nous, c'est d'anticiper ces différents points, déjà principalement. Après, comme je dis, c'est difficile de donner des grandes règles parce que chaque situation est spécifique, chaque dossier est particulier. Et donc, le mieux, de toute façon, c'est d'étudier un peu plus en détail et en amont, donc à travers une étude chiffrée pour pouvoir justement ensuite solliciter la banque ou les banques qui seront les plus aptes à pouvoir vous financer en sachant vers où s'orienter. D'accord. Donc, du coup… Pardon ? Non, je disais, vous pouvez vous accompagner en fait vos clients sur ce dossier-là, c'est-à-dire en amont même de l'achat en fait. Ah, tout à fait, oui. De toute façon, c'est même quelque chose qu'il faut voir bien avant même de savoir vers quoi vous souhaitez vous orienter. Ça permet déjà de définir ce qui est possible. Et donc, nous, on accompagne bien sûr sur cette étape-là. C'est une étape qui est effectivement très importante pour les expatriés. C'est vrai que de manière générale, on a des retours. Alors, il y a des banques qui financent pas du tout les non-résidents. Et c'est vrai que souvent, quand les expatriés ont pu solliciter les banques par eux-mêmes, des fois, effectivement, on peut sentir des portes qui se ferment. Mais il y a des solutions qui existent clairement. Et donc, après, on peut accompagner là-dessus. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle sur le financement en France. Par contre, c'est les taux de crédit. C'est vrai que les taux de crédit, ils restent quand même très bas. Donc, ça permet d'avoir un effet de levier qui est quand même très intéressant sur de l'immobilier. Donc voilà. Donc, ça vaut le coup de s'y pencher et de voir ce qui est possible. Très bien, merci Marion. On a une question de Jean-Bernard qui demande si finalement, par rapport à la situation actuelle, la pandémie, sur quel type de biens il vaut mieux investir, c'est-à-dire plutôt une location, on va dire, traditionnelle, peut-être plus vers des bureaux, peut-être plus vers des résidences retraite, des résidences étudiants. Vous, déjà, qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous voyez qui performe le mieux ou qu'est-ce qui s'inscrit le mieux dans le paysage ? Alors, c'est une question qui regroupe pas mal d'éléments, mais c'est vrai que, alors, de manière assez générale, la première chose, effectivement, pour un bon investissement immobilier locatif, c'est bien entendu de trouver des locataires. Et donc, pour trouver des locataires, ça demande de s'intéresser au marché de l'immobilier locatif, connaître les demandes et surtout les besoins de la société aujourd'hui notamment. Et donc, quand on s'intéresse à cette demande, à ces besoins, c'est une manière de s'assurer la pérennité de l'investissement et donc de choisir aussi des emplacements qui vont être stratégiques pour ces investissements. Nous, en tout cas, pour notre part, depuis maintenant plus de 30 ans, on s'est concentré donc sur 2 marchés qui sont aujourd'hui des marchés dynamiques et porteurs puisqu'ils répondent à une demande locative en évolution. C'est les résidences pour étudiants et les résidences seniors.
Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuellement, ce sont des logements d'habitation avec un énorme manque et de gros besoins sur le futur aussi. Et donc, le fait de s'orienter sur ces types de marchés-là, c'est s'assurer une pérennité dans son investissement. Il y a une forte demande, donc du coup, c'est assez facile de trouver des locataires, hein, si je comprends bien. Bah, oui, dans le sens où effectivement, si on regarde un petit peu au niveau, alors si on peut déjà pour refaire un petit peu le point, au niveau des résidences, on appelle de services, puisque là, ce type de résidence, ça s'intègre dans ce cadre-là. Il y a différents types de résidences, hein, notamment les résidences donc étudiantes. Il y en a de différentes sortes. Hein. Il y a des résidences étudiantes qui sont proposées par l'État. Il y a des résidences étudiantes donc qui vont être proposées hein, par des acteurs tels que nous. Donc, nous, avec la marque Les Estudines. Dans les résidences seniors, il y a aussi plusieurs sortes. Il y a plein de façons de faire de la résidence senior, mais principalement, on va avoir ce qu'on appelle les EHPAD, donc les résidences médicalisées, et les résidences seniors non médicalisées. Nous, on va plutôt se situer sur ce deuxième catégorie, donc les résidences non médicalisées. Et puis, on a aussi tout ce qui est résidence de tourisme, d'affaires, loisirs ou hôtellerie. Alors ça, c'est vrai que c'est un secteur, par contre, on parlait de l'impact du Covid justement, qui a été quand même très impacté, qui a été en grande difficulté. Donc même si les choses reprennent, voilà, il faut quand même absorber ce qui a pu arriver sur 2020, 2021, et en espérant que tout évolue pour le mieux sur 2022. Donc là, c'est vrai que nous, on va se concentrer vraiment sur deux marchés démographiques, deux secteurs démographiques, c'est vraiment la résidence étudiante et la résidence senior. Et pourquoi la résidence senior? Si on regarde un petit peu les chiffres hein, en France, c'est 2,8 millions d'étudiants en 2021. Donc, il y a beaucoup de difficultés hein, pour ces étudiants à trouver un logement, puisque le nombre de résidences, il reste très insuffisant. Sur 1,6 million d'étudiants inscrits à l'université, il y en avait plus d'1 sur 5 qui n'avaient pas de logement stable. Ça, c'est ce qu'on a pu observer sur 2021. Et en 2021, on compte environ 146 000 logements adaptés pour étudiants, pour donc 960 000 étudiants, puisqu'il y a 60% des étudiants qui quittent le domicile familial. Voilà. Même avec le Covid, c'est toujours le cas. Ça, c'est des chiffres de 2021. Donc aujourd'hui, nous, on propose 120 résidences dans les principales grandes villes universitaires, évidemment. Et la résidence senior, donc comme je disais, on est sur les résidences seniors non médicalisées. Donc, c'est des logements intermédiaires hein, qui s'adressent à des personnes autonomes, valides, semi-valides, de plus de 60 ans. Donc là, il y a aussi de gros besoins, puisque ce sont des résidences qui vont permettre d'amener quand même un confort de vie, une sécurité aussi au quotidien, et puis d'éviter tout ce qui est rupture et isolement social. Ça, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'on en parlait déjà avant, mais là, on l'entend de plus en plus, puisque la population aussi de seniors est de plus en plus importante. Et donc là, aujourd'hui, nous, on propose des résidences. On a environ 70 résidences actuellement, et c'est une dizaine de programmes chaque année dans ces résidences-là. D'accord. Très bien. Merci Marion. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Les internautes, posez vos questions. N'hésitez pas. Gauthier a dû nous quitter. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail. Donc, il n'y aura pas de souci. Ce sera facile à voir ou à revoir. Également, n'hésitez pas à le faire connaître. Il y aura également un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com, donc avec la vidéo disponible. Donc surtout n'hésitez pas. On a une question de Joël qui demande: j'ai déjà une maison secondaire en France, en Île-de-France. Pouvez-vous vous charger de la gestion de la location? Alors, comme on expliquait un petit peu, nous, on accompagne les investisseurs sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire de A à Z. Donc la gestion, on l'intègre dans notre accompagnement parce que, par contre, on ne se charge de la gestion uniquement que sur nos résidences, nos propres biens, puisque on fait nos études de marché en amont. Donc, c'est nous qui définissons les emplacements qui nous semblent les plus stratégiques, notamment par rapport à ces deux marchés-là. Donc, malheureusement, on n'accompagne pas sur uniquement la gestion d'un bien. Vous n'êtes pas une agence de gestion locative traditionnelle. Voilà. Patrice demande quels sont les rendements types sur du résid d'études ou du logement senior. Est-ce qu'on a des fourchettes, des moyennes? Est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut présenter?
La question du rendement, c'est toujours un petit peu particulier dans le sens où il faut bien savoir de quoi on parle et à quoi on compare, parce que souvent quand on demande un chiffre, c'est parce qu'on a une idée ou bien qu'on souhaite comparer avec autre chose. Déjà, pour faire un petit peu le point là-dessus, donc nous, en tout cas sur l'investissement locatif, puisque comme tu as pu le dire, Hervé. On n'est pas simplement une agence de gestion classique, hein, on est des gestionnaires exploitants, donc on a plusieurs casquettes, celle de promoteur, commercialisateur et gestionnaire exploitant derrière. Donc quand on accompagne sur la gestion, ça signifie que la clé de voûte de l'organisation de ce projet, c'est le bail locatif, puisque c'est le bail locatif qui va faire donc du gestionnaire, c'est-à-dire nous, le locataire du bien. Et donc ça signifie qu'on va verser un loyer, et ce loyer, il est net. Donc il est net de charges, puisque tout ce qui est entretien, réparation, copropriété, syndic, assurance, etc., tout ça, c'est le gestionnaire donc qui le prend à sa charge. Donc le rendement locatif, on va être, alors en fonction des résidences, hein, entre du 3,5 et du 4% net. Voilà. Donc après, il y a la question de la fiscalité aussi, hein, on l'a dit tout à l'heure. Là donc, ce sont des investissements où, de par le statut, ça va permettre d'éviter justement la fiscalité sur les revenus. Donc on parle bien en étant en net. Ensuite, la seule charge qui va rester au propriétaire, pour être très clair, c'est tout ce qui est lié à la taxe foncière. D'accord. Très bien. Je me posais une question, en fait, c'était est-ce que, parce que tu l'as dit, il y a des typologies différentes. Est-ce qu'il y a les rendements ou est-ce que finalement les choix se font différemment selon qu'on se porte sur du neuf, sur de l'ancien ou également selon les emplacements? Est-ce que c'est des données importantes ou finalement pas tant que ça? Ah, oui, c'est important. Après, alors cette question du neuf ou de l'ancien, disons que ça va toujours être une question au départ d'objectif. Si on peut donner un conseil pour démarrer un projet d'immobilier, c'est surtout de se poser les bonnes questions au départ et notamment l'objectif auquel on souhaite répondre. Il n'y a pas de solution parfaite d'immobilier, il y a des solutions qui vont être adaptées, donc ça c'est la première chose. En termes d'objectifs, ils peuvent être diverses, hein. Il y a plusieurs choses, notamment le fait de constituer tout simplement un patrimoine, hein, puisque ça peut être une manière de sécuriser aussi un capital, de garder une stabilité patrimoniale, bien sûr, le fait de constituer une épargne. Donc, comme je disais, on sécurise son épargne sur de la pierre, donc une valeur sûre, ou alors on constitue d'ailleurs une épargne pour un projet futur avec un effet de levier. Le fait aussi de sécuriser une retraite avec des revenus réguliers, puisque ça, c'est une question aussi qui est très importante pour les Français de l'étranger. On ne cotise pas de la même façon, donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper. La question de la fiscalité aussi, ou tout simplement pouvoir protéger sa famille, protéger son conjoint, ou pouvoir aussi transmettre à ses enfants. Donc ça, c'est des objectifs divers qui se recoupent d'ailleurs, mais qui vont aussi permettre de savoir vers quoi on va s'orienter. De manière générale, c'est vrai qu'on pense souvent le neuf par rapport à l'ancien. Alors, il y a même des questions de location longue, location courte. Tout ça, ça dépend de ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez le faire. Voilà. Nous, en l'occurrence, on propose des programmes neufs et des programmes anciens. Après, c'est vrai la solution d'investissement qu'on propose, c'est la solution de l'investissement via le statut de LMNP. Et de toute façon, ce sont des investissements qui sont dédiés à être du locatif. On n'est pas dans le but de le récupérer pour y habiter soi-même. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là. D'accord. Mais est-ce que quand on investit, par exemple, avec vous, on doit prendre en compte dès le début la possibilité d'une revente un jour, je ne sais pas, au terme du financement, par exemple? Est-ce que c'est un conseil que vous donnez? Alors, de toute façon, en termes de financement, pas forcément, mais par contre, de manière générale, c'est vrai que c'est toujours important de se poser la question comment on rentre dans une opération et puis aussi comment on peut en sortir. Donc ça, c'est un point évidemment important. La question de la revente, donc c'est quelque chose aussi sur lequel on peut accompagner puisqu'on a un département au sein du groupe qui est dédié à la revente uniquement. Donc, il peut accompagner les propriétaires qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation d'ailleurs là-dessus puisqu'après, le fait d'acquérir un bien en résidence-service, c'est acquérir un appartement, un bien immobilier. Donc, ça se fait comme n'importe quel bien. Mais là-dessus, on peut aussi accompagner sur la revente, bien sûr. D'accord, très bien. Je pense que c'est effectivement une donnée importante et particulièrement pour nos Français qui sont à l'étranger et qui ne connaissent pas forcément toujours bien le marché, qui ne sont pas sur place. Donc, pouvoir être accompagné au moment où on souhaite se séparer du bien, c'est important. Est-ce que
est-ce qu'il y a des villes, des emplacements qui sont particulièrement attractifs en ce moment, qui sont particulièrement demandés ou finalement, est-ce qu'on choisit parce que, tiens, moi j'aime bien Nice ou j'aime bien Bordeaux? Ouais. C'est pas exactement comme ça. Ben, bon, ça aussi, hein, c'est toujours la question de pourquoi on veut faire ce projet. Mais effectivement, oui, chaque année, on voit un petit peu des classements, les meilleures villes où investir ou quoi. Donc, bon, de manière générale, on retrouve à peu près toujours les mêmes grandes villes, hein, de toute façon. Après, parfois, il y en a une qui passe en troisième, l'autre en premier, etc. Mais il n'y a pas de gros bouleversements tous les ans. Donc, voilà, des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Puis parfois, des villes plus moyennes qui émergent un peu plus. Mais c'est vrai que bon, nous, de toute façon, par rapport à l'accompagnement qu'on propose et aux investissements qu'on propose, déjà, on est quand même déjà présent sur les principales grandes villes à forte demande locative, de toute façon. Et puis, pour les projets à venir, hein, comme on parle évidemment d'immobilier, c'est vrai que le premier critère, c'est la qualité de l'emplacement et la qualité de l'emplacement en tant qu'emplacement stratégique pour répondre justement à un besoin et à une demande. Donc, nous, les emplacements qu'on propose, ils sont là pour répondre justement à une demande locative. Et pour pouvoir y répondre, on réalise nous-mêmes nos études de marché. C'est pour ça que, comme je disais, on a plusieurs casquettes. On a celle de promoteur et de gestionnaire exploitant. Donc, notre cœur de métier, c'est la gestion et l'exploitation, donc tout l'accompagnement sur la vie du bien finalement. On pourra peut-être y revenir après. Mais ici, ce qui nous permet de répondre à la question notamment des villes et des emplacements, c'est le métier de promoteur, puisqu'il est au service de la gestion. Donc, les exigences sur la promotion, elles se font sur deux axes principaux. D'une part, l'implantation pour pérenniser l'exploitation. Et puis l'autre chose aussi auquel on pense parfois moins, mais c'est sur la qualité de la construction aussi. Donc par rapport à la qualité de l'emplacement, ça passe par des études de marché qui sont approfondies. Donc je voulais expliquer un petit peu ce que c'était justement les études de marché. Alors de manière générale, il faut savoir que pour ce type de résidence, donc là on parle de résidence senior étudiante, on reçoit environ 800 dossiers tous les ans de propositions, donc c'est quand même beaucoup. Il y a une première sélection qui est faite sur 400 dossiers environ. Et comme on disait tout à l'heure, au final, c'est une quinzaine de résidences qui sont réalisées chaque année. Donc, c'est un choix drastique qui est fait. Il y a une grosse sélection et ça montre aussi le niveau d'exigence auquel on souhaite répondre, puisque le but, c'est de s'assurer de la pérennité du bien sur le long terme. Donc, pour cette étude-là, qu'est-ce qu'on observe? On va analyser déjà la tendance démographique d'une région. Si on parle notamment du senior, on va analyser la segmentation des ménages par tranche d'âge. Ensuite, on va analyser le marché locatif avec la répartition, notamment si on reste sur le senior, des ménages de plus de 75 ans. Et on croise tout ça aussi avec le niveau des revenus, les populations aussi qui vont être bientôt à la retraite, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on prend en compte. On va ensuite définir, analyser en tout cas l'univers concurrentiel aussi. Ça, c'est important, notamment en résidence étudiante, savoir quel type de logements sont déjà présents. Est-ce qu'il y a beaucoup aussi de logements qui sont proposés par des particuliers? Quelle est la demande chaque année, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on analyse aussi pour ça. Les positionnements. Un point aussi qui est important, qui est plus difficile aussi à étudier, c'est la perception d'un quartier par les habitants. Parce que parfois, on voit au niveau des chiffres, on se dit, il y a des zones qui peuvent être intéressantes. Et puis finalement, en faisant une étude un peu plus approfondie, il y a des quartiers qui vont être mieux perçus que d'autres. Et quand on s'adresse à une population de seniors, par exemple, c'est quand même une donnée importante. Donc, ça peut jouer. Donc voilà, donc c'est un petit peu tous ces éléments qu'on va étudier justement pour s'assurer la pérennité du bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est par la demande locative, pour répondre justement à ce besoin démographique, associé à la pertinence de l'emplacement, que nous, en tout cas, on va réaliser nos résidences. Allez, on reprend un peu les questions des internautes. Merci Marion. Françoise demande, est-ce que vous réalisez des investissements de résidence senior en campagne, à l'envie de verdure, ou pour ses parents ou pour des proches, je ne sais pas. Et si oui, est-ce que c'est rentable ou plutôt pour un investissement? En fait, elle veut investir, mais elle aimerait bien investir en campagne. Est-ce que oui. ça existe?
Comme je disais tout à l'heure, hein, de toute façon, il y a plein d'éléments, plein de critères qui sont pris en compte pour les résidences seniors. Et au contraire, là-dessus, on va avoir des propositions différentes, puisqu'il y a différents besoins. Après, c'est sûr qu'on va toujours étudier les éléments que je viens de vous citer. Hein. De toute façon, il y a effectivement des villes plus petites, des villes moyennes qui peuvent être très intéressantes, avec une forte demande aussi de seniors. Je pense notamment, par exemple, à une résidence qui a été commercialisée récemment, qui était à Saint-Paul-les-Dax, contrairement à une en parallèle qui était commercialisée à Bordeaux. Ça permet de répondre aussi à des envies différentes pour ces populations-là. Il y a des personnes qui ont vécu en ville, qui veulent rester en ville, qui veulent même revenir vers la ville pour le dynamisme culturel, la possibilité de mobilité, etc. Et puis d'autres personnes, effectivement, qui vont vouloir, au contraire, être plus proches des espaces de verdure, etc. C'est d'ailleurs quand ce sont des résidences dans des villes plus moyennes, des éléments qui sont beaucoup étudiés, l'accès justement à des parcs, à des zones protégées, toutes ces activités-là. Davantage que quand on est en ville, évidemment, là on va plutôt s'orienter sur les lieux culturels, les cinémas, etc. Mais voilà, donc effectivement, hein, on propose différents emplacements pour ces besoins-là. D'accord. Alors Marion, une petite précision pour Jean-Bernard. Il demande, est-ce qu'il existe un marché de la revente, donc quand on veut revendre son bien hors de Résidétudes, ou est-ce qu'on doit forcément passer par Résidétudes? Comment ça se passe? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc nous, on a un département qui est dédié à la revente au sein du groupe. Donc ce qui nous permet aussi de proposer, comme je disais, à la fois des programmes en neuf et des programmes en ancien, puisque chaque chose a aussi ses avantages et ses spécificités. Voilà. Après, effectivement, hein, vous pouvez peut-être trouver des biens en Résidétudes, mais en tout cas, en tant que propriétaire, il n'y a pas d'obligation qu'on vous accompagne là-dessus. Voilà. Nous, en tout cas, on offre ce service à nos propriétaires pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, pour sécuriser aussi une bonne revente, ça pour le propriétaire aussi, hein, puisque nous, c'est un marché qu'on connaît, on a tout un réseau, comme on a pu voir au niveau des chiffres, hein, c'est vrai qu'on a un tiers de nos propriétaires qui sont aussi multipropriétaires chez nous, donc ils peuvent racheter de l'ancien ou du neuf, ça dépend de leurs objectifs. Et puis à la fois aussi de s'assurer pour le futur acquéreur une bonne acquisition. Voilà, parce que c'est vrai que c'est comme on expliquait, ce sont des projets clés en main avec un accompagnement. Donc c'est important que le futur acquéreur sache réellement de quoi il s'agit. Donc voilà, mais il n'y a pas d'obligation sur la revente là-dessus. C'est pas nous. Merci pour cette précision, Marion. Allez, les internautes, il nous reste à peu près une grosse quinzaine de minutes, donc c'est le moment de poser toutes vos questions. Moi, j'avais une question, Marion, c'était, parce que j'imagine, j'ai vécu à l'étranger, quand on est loin, c'est un peu difficile d'imaginer de louer un bien, de trouver un locataire, de gérer son bien. Donc finalement, quel accompagnement vous proposez? Comment ça se passe? Alors, nous, l'accompagnement qu'on propose, comme je disais, hein, il est vraiment de A à Z, puisque le principe de ces investissements, c'est justement de faciliter au mieux la mise en place de ce projet-là, peu importe où vous vous trouvez, sachant qu'en plus aujourd'hui, toutes les étapes peuvent se faire à distance, donc ça simplifie énormément. Je pense aussi notamment au passage notaire, etc. Donc pour détailler un petit peu, déjà d'une part, il y a le fait de prendre contact pour pouvoir faire une étude. Notamment se poser les questions dont je parlais tout à l'heure, la question des objectifs, votre cahier des charges, comment vous envisagez ce projet, les possibilités en termes de financement qui sont possibles, etc. Ensuite, il y a une fois que l'étude est réalisée, les simulations aussi, avec différents scénarios qui peuvent être d'ailleurs étudiés, la sélection donc de l'appartement ou des appartements qui peuvent correspondre aussi. Donc là, nous, on voit en fonction du parc locatif et des disponibilités que l'on a, ce qui peut le correspondre au mieux. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Bien sûr. Allô? Oui, on vous entend. Non, c'est bon, Marion, ça marche. Ah, d'accord. Parce que là, moi, je... Ça a coupé chez Marion, donc j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter très vite, parce que c'est elle l'experte, c'est pour moi qui je peux répondre à toutes vos questions, mais voilà, je pense que te revoilà, Marion. Ah, voilà. Ça a coupé vraiment juste 10 secondes. Vas-y, je te redonne la parole. Donc, je parlais de la sélection donc des ou de l'appartement qui peuvent correspondre justement à cette étude. Une fois que tout est donc que c'est trouvé, que le bien convient, etc., il y a une première signature qui est une signature du contrat de réservation électronique.
Donc là aussi, c'est entièrement à distance. Ensuite, la recherche de financement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a des partenaires qui sont spécialisés là-dessus. Là aussi, je précise, la recherche de financement, c'est comme vous le choisissez. Nous on vous accompagne si vous le souhaitez. Voilà. Après, si vous avez vos propres financements par votre côté, ça, c'est vraiment au choix. Mais en tout cas, nous, on va essayer de trouver avec vous la meilleure solution, la meilleure proposition. Et puis, une fois donc, que le financement est validé, voilà, donc si c'est avec un emprunt ou bien si c'est en placement comptant aussi, il y a la signature de l'acte authentique. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, une des choses qui a quand même été finalement un point positif pour les non-résidents, c'est le développement des signatures authentiques à distance avec les notaires. Ouais. Ça, c'est vrai que jusque-là, ça ne s'était pas fait. Et donc, pour l'instant, c'est toujours maintenu. Ça fonctionne très bien. Voilà, ça a été un petit peu plus compliqué au démarrage, mais maintenant, ça va. Donc, voilà. Et puis, donc, sur cet accompagnement, là, on est vraiment sur la partie acquisition. Et comme j'ai tout à l'heure, donc la clé de voûte du projet, c'est le bail locatif sur ce type d'investissement-là, puisque ça fait du gestionnaire votre locataire. Et donc, ce bail, il est signé au moment de l'acquisition. Dès même le contrat préliminaire de réservation, le bail locatif, vous en avez connaissance et vous en connaissez les termes. Pour que tout soit clair. Le but, c'est qu'on vous accompagne de A à Z, donc tout doit être clair au départ. Et donc, ce bail locatif, c'est ce qui va permettre d'avoir une vision précise de l'investissement moyen-long terme, puisque ça va vous permettre déjà de percevoir vos revenus 365 jours par an. Que le logement soit occupé ou non, ça ne change rien puisque c'est le gestionnaire qui vous le loue. Donc, peu importe. Ce loyer qui est versé, il est aussi indexé chaque année. Ce n'est pas un loyer qui stagne, bien au contraire, c'est normal. C'est sur le taux de l'IRL qui est défini par l'INSEE. Les contraintes de gestion, ça aussi, c'est indiqué dans le bail, ce que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit le gestionnaire qui se charge à la fois de la recherche de locataires, etc., mais aussi de l'entretien, de la réparation, mobilier inclus, sur tout ce qui est les assurances. Ça, c'est pas le propriétaire qui les prend, c'est le gestionnaire. Tout ça, c'est dans le bail, les charges de syndic, les copropriétés, etc. Et puis, l'accompagnement également sur la déclaration fiscale. Par notre partenaire comptable, parce que c'est vrai que c'est aussi une question importante de se dire comment on va faire pour les papiers. En France, on sait qu'il y a un administratif qui peut être aussi important, même si dans beaucoup de pays, il est également chargé, mais en France, il l'est aussi. Donc là, il y a un accompagnement par notre partenaire comptable qui est justement spécialisé sur les déclarations en LMNP. Donc, c'est vraiment ça, ce concept clé en main que nous, en tout cas, on propose comme solution d'investissement locatif pour les non-résidents. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il n'y a plus besoin de se déplacer, en fait. Voilà, tout à fait. C'est vraiment, voilà, ça se fait entièrement à distance. Bon, c'est une bonne nouvelle. Allez, les internautes, on va aborder les dernières minutes. Donc, posez bien vos toutes dernières questions à Marion Fougeret, conseillère experte en investissement immobilier chez Expat Invest. Moi, j'avais une petite question, Marion, qui était finalement dans l'investissement immobilier locatif, est-ce qu'il y a quel type de location privilégiée au sens, est-ce que vaut mieux viser de la longue durée, de la courte durée? On a vu que ça s'était pas mal développé ces dernières années avec Airbnb, par exemple, plutôt du meublé, du non-meublé. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients les uns par rapport aux autres? C'est un petit peu, effectivement, ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait de l'investissement locatif, il y a beaucoup d'options possibles. Il y a beaucoup de choix, effectivement. Déjà, entre de la longue ou de la courte durée, et le fait que ce soit meublé ou non meublé, c'est toujours un petit peu cette question d'objectif. C'est vrai que voilà, nous on est spécialisé sur un type de location bien spécifique parce que ça va permettre de répondre à certains objectifs. C'est vrai que si l'idée c'est de pouvoir y aller soi-même ou de vouloir vraiment tout gérer aussi soi-même, etc. C'est d'autres charges, c'est d'autres risques aussi, puisque dans ce cas c'est aussi est-ce qu'on veut soi-même supporter le risque locatif tout en étant très loin et devoir justement s'occuper des choses qu'il y a à faire, ou est-ce qu'on veut justement plutôt une tranquillité d'esprit par un manque de temps ou tout simplement parce qu'on a d'autres choses aussi dont on souhaite s'occuper. C'est un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que
Nous, en tout cas, le côté meublé, c'est intéressant fiscalement pour les non-résidents, mais comme je disais aussi tout à l'heure, c'est aussi une contrainte différente. Donc là, elle est intégrée dans ce qu'on propose, mais c'est un mode de location qui va pas s'adapter forcément à tous les biens aussi. Il y a des appartements qui correspondent pas à ça, il y a des régions qui correspondent pas à la location meublée, donc ça, c'est quelque chose à étudier au départ. Vous évoquiez Airbnb. Airbnb, c'est encore autre chose. Déjà, c'est une autre gestion, c'est d'autres charges. Et puis c'est une autre manière de supporter le risque locatif. Ça touche au tourisme aujourd'hui. Bon, voilà. Nous, en tout cas, ce n'est pas comme ça c'est pas ce qu'on propose en termes d'accompagnement du tout. On est plutôt sur quelque chose, voilà, plutôt longue durée, puisque c'est nous qui sommes le locataire. Donc, le but, c'est que le bien reste en location aussi longtemps que vous souhaitez en être propriétaire. Et puis d'optimiser tout ça via le LMNP, justement. Voilà. Très bien. On va aborder les toutes dernières questions. C'est le moment, les internautes, si vous avez encore quelque chose à demander à Marion. Moi, ce que je retiens, c'est que donc, chez Invest Expat, c'est service clé en main, interlocuteur unique, recherche de locataire. Ça, c'est vraiment l'accompagnement que vous apportez. Est-ce que peut-être, Marion, tu veux redire quelques mots sur justement sur un petit peu tous ces avantages? Je pense qu'on a bien développé le fonctionnement. Après, s'il y a peut-être un petit point aussi dont je voulais parler, parce qu'en plus ça a été évoqué, c'est le fait aussi, comme on disait, hein, pour s'assurer aussi la pérennité d'un investissement, c'est connaître le marché locatif et c'est aussi répondre à des besoins et des besoins qui sont en cours dans la société. Donc il y a aussi une dimension des enjeux qui sont en cours. On parlait des résidences étudiantes. C'est quand même des résidences qui vont permettre aussi d'offrir des conditions de réussite justement aux étudiants, de par la fonctionnalité aussi, les surfaces qui vont être proposées dans ces logements, puisqu'on a des surfaces qui vont faire au minimum 18 mètres carrés, donc c'est déjà beaucoup plus que parfois des simples chambres de 9, 10 mètres carrés ou qui sont pas toujours très fonctionnelles. Donc ça, c'est aussi dans cette optique-là. Répondre aussi à une nouvelle manière de faire ses études, parce qu'on l'a vu aussi avec le Covid, hein, ça a été une question qui a été très demandée d'ailleurs. Est-ce que ça a eu un impact? Les étudiants, ils ont quitté les logements, etc. Alors effectivement, le premier confinement, puisque l'université fermée, ça a un petit peu changé la façon dont ça pouvait s'organiser sur une fin d'année, mais on l'a vu aussi sur la rentrée 2021. Au contraire, hein, les étudiants, ils ont toujours été en demande de trouver un logement. Et le fait de se retrouver dans une résidence, d'ailleurs, tout en étant chez soi, mais avec des espaces, déjà des services aussi présents sur place, puisqu'on a le petit déjeuner, la salle de sport, la laverie, alors l'accueil évidemment, linge de maison, etc. Mais et puis d'avoir aussi des espaces communs où travailler. Hein, souvent, on a des étudiants d'une même université qui se retrouvent, donc ça permet aussi de créer une dynamique et de se soutenir. Donc ça, c'est au contraire, ça répond aussi à ça. Et puis je reviendrai aussi sur le côté des résidences seniors, justement, pour répondre à ces besoins-là dans la société aujourd'hui, de trouver un cadre de vie qui soit adapté. Et d'ailleurs, par rapport aux résidences seniors autonomes, hein, il y a un certain nombre de critères aussi. Donc c'est vrai qu'en 2020, on a plusieurs résidences qui ont obtenu justement des labels qu'on connaît pas beaucoup, mais qui existent pour ces logements-là, justement, savoir un petit peu à quoi ça correspond. Donc il y a un label, par exemple, le HS2, c'est un label qui évalue le bien-être des résidents, la qualité des équipements, des logements, des services, la sécurité et l'environnement. Il y a un label Visea qui permet aussi de faire la distinction justement entre les résidences de services seniors et puis les autres types de résidences. Donc ça permet de savoir aussi ce que l'on analyse. Et puis un label NF donc c'est un label sur le service aux personnes à domicile qui est délivré par l'AFNOR et qui garantit justement l'existence et le respect des principes éthiques dans un système de qualité. Donc, on a beaucoup de résidences qui ont eu ces labels et une résidence d'ailleurs de chez nous, qui est une résidence Palazzo à Chessy, puisque dans les résidences seniors, donc il y a les Girandières et les Palazzo, qui a été élue meilleure résidence senior pour l'année 2020. Donc, voilà. Et sachant que... Comment? C'est où Chessy? Marne-la-Vallée, voilà. Okay. Voilà, juste à côté de Paris. Donc, c'est vrai que c'est une résidence récente, mais c'est une très belle résidence. Et d'ailleurs, même si tout l'investissement peut se faire à distance, bien évidemment, quand vous venez en France, c'est tout à fait possible, en revanche, d'aller voir une résidence. C'est toujours bien de voir, même si c'est pas forcément celle où vous êtes propriétaire, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe, quoi.
Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci Marion. On va arriver au terme de ce webinaire. Je vais évidemment remercier les internautes. Je vais juste te donner la parole peut-être pour un mot de conclusion également, si tu veux remettre le slide avec les contacts, parce que de façon à ce que les internautes puissent relever, même si j'imagine que voilà, ils peuvent facilement trouver sur voilà, ils peuvent facilement trouver, vous avez tout là. Donc, n'hésitez pas à contacter Marion et les équipes d'Expert Invest, bien entendu. Richard aussi, bien entendu. Donc, vous avez tous les contacts. Marion, peut-être un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion, et notamment vraiment les points d'attention à retenir qui sont très importants pour nos internautes et investisseurs qui suivent ce webinaire aujourd'hui. Bah oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que quand on veut réaliser un projet d'investissement et en étant non résident, des fois on peut se sentir un petit peu perdu, on voit beaucoup de choses, on ne sait pas trop vers quoi aller, etc. Donc pour refaire un point très rapide, c'est vrai que la première chose, c'est de se poser les bonnes questions aussi. Pourquoi et quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. L'immobilier, c'est un déplacement qui reste privilégié parce qu'on est sur une valeur sûre et il y a justement donc des solutions pour vous accompagner. Donc le mieux, comme chaque situation est spécifique, c'est de pouvoir nous contacter en espérant que cette présentation déjà aura été une bonne introduction à votre réflexion et qu'on puisse justement aller un petit peu plus loin avec vous, voir ce qui peut vous correspondre et qui sera le mieux adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, l'adresse email, le site internet. Donc, n'hésitez pas et on sera très heureux de pouvoir vous apporter plus d'informations, plus de détails, un peu plus précis. Super. Ben, écoute, un très grand merci, Marion. Donc, Marion Fougeret, conseillère experte en investissement immobilier chez Expat Invest du groupe Rési d'études. Un très grand merci. Merci aussi à Richard Montero qui est intervenu dans le chat de façon à orienter nos internautes. Merci à vous tous, les internautes, d'avoir assisté à ce webinaire en live. Comme je vous le disais, il sera disponible en replay dans quelques minutes si vous souhaitez le revoir, si vous avez manqué le début, par exemple. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à le faire connaître à vos connaissances, vos amis. Il y aura un article dans les prochains jours dans lepetitjournal.com qui retracera un petit peu la présentation faite aujourd'hui et bien entendu avec la vidéo et bien entendu aussi avec les contacts de notre partenaire InvestExpat. Je crois que c'était passionnant ce webinaire, tout savoir pour se lancer dans l'investissement locatif. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes et puis je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire sur lepetitjournal.com. Merci Hervé, merci Le Petit Journal. Merci beaucoup. Au revoir.